we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un petit message rapide. C'est juste pour vous dire que ça y est, nous sommes le 1er février, et comme je vous l'avais promis en début d'année, et durant quelques lives, on commence un tout nouvel événement, et il s'agit de l'événement asiatique, car comme vous le savez, le 10 de ce mois-ci, c'est le nouvel an chinois. Mais attention, une petite chose mes petits monstres. Je ne dis pas que tous les asiatiques sont chinois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous rassure, heureusement, je sais faire la différence entre des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens. Ils ne se ressemblent pas du tout physiquement. Et les langues aussi sont extrêmement différentes. Non, disons que si j'ai choisi le nouvel an chinois pour lancer la spéciale asiatique, c'est uniquement parce que je ne trouvais pas d'autres fêtes pour placer un tel événement. C'est tout. Bon oui, il y a d'autres fêtes au Japon et tout ça, mais comment dire, il fallait quelque chose que nous aussi, on pratique un peu en France. Un petit peu, et un petit peu dans d'autres pays. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de universel, mais tout en restant bien asiatique. Et je pense que le nouvel an chinois, eh bien, c'est la chose parfaite. Alors au programme mes petits monstres, des légendes chinoises, des dessins animés, soit asiatiques ou soit sur le thème de l'Asie, des légendes de yokai, et même un petit peu leur chasse avec notre ami le chasseur. C'est inévitable. Mais aussi pas mal de créatures des Philippines, des légendes obscures de la Corée du Sud, et j'en passe. Croyez-moi que ce mois de février sera extrêmement riche. Alors préparez-vous à voyager car tout le mois de février, nous quittons notre petite zone de confort. J'espère vraiment que cet événement vous plaira. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Tiens, bonjour à vous. Ça fait une semaine? Eh oui. Qu'est-ce que le temps passe vite. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois, mais que voulez-vous? Je me fais un peu vieux et le temps passe si vite. C'est terrible. Profitez bien les jeunes car vous risqueriez de le regretter plus tard. Mais bon, passons. Apparemment, on est dans un événement aujourd'hui. Oui, c'est l'autre qui gère la chaîne qui m'a dit ça. Apparemment, on est lancé dans un domaine un peu asiatique. Bon, pourquoi pas. Vive le nouvel an chinois, j'ai envie de dire. Allez, feu d'artifice. Paf. Et maintenant qu'on l'a fêté, j'ai effectivement quelques anecdotes de dessins animés asiatiques. Enfin, celui que je vais vous raconter n'est pas asiatique en lui-même. Je veux dire, pas originaire de là-bas. Le thème abordé l'est, mais pas les producteurs. Cette série est une production franco-espagnole, et il s'agit bien sûr de Shuriken School. Bon, petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cette série retrace l'histoire de 3 enfants de 10 ans. Ezan, le personnage principal qui arrive à l'école, qui est accompagné par ses 2 meilleurs amis, Okuni et Jimmy. Ensemble, ils vivront de très nombreuses aventures, qui auront bien sûr comme point commun le but final de devenir un grand ninja. Bon, c'est un résumé assez rapide, mais je pense qu'on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi si je ne vous décris pas plus la scène. Cette série est vraiment très bonne. Je vous la recommande énormément. À vous ou à vos enfants, bien sûr. Et là, tous les fans de cette série doivent se dire « Mais attends, j'ai regardé tous les épisodes. » Bon, c'est vrai qu'il y a quelques scènes un peu spéciales, comme par exemple l'épisode où il y a un soi-disant fantôme dans l'école, alors qu'il s'agit en fait de la femme de ménage qui avait juste pété un câble. Bon, excusez-moi, je vous ai spoilé un épisode. C'est juste pour vous donner un peu le ton. Mais figurez-vous qu'il devait y avoir un genre de... Comment dire? Bon, on va dire un spin-off abandonné, voilà, ça sera plus simple. C'est un genre de spin-off, oui, qui devait lancer une autre série, où cette fois-ci nos 3 personnages principaux devaient être plus vieux et surtout des maîtres ninjas. Oui, en gros, c'était la suite directe, où dans celle-ci, ils avaient malheureusement suivi un mauvais chemin. Je vous explique. Ce spin-off commençait simplement comme tous les autres épisodes. Les 3 amis faisaient leur petite journée habituelle à l'école. Quelques cours passés, ils rigolaient ensemble, quand soudainement le directeur leur annonce que malheureusement l'école va devoir fermer. Ils n'ont malheureusement plus d'argent et ne peuvent plus rien faire. Quand tout le monde se dirige dans le bureau du directeur pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé, l'école avait certes des gros problèmes financiers qui est très souvent mis en avant dans la série. Ça peut paraître bête, mais
c'est un détail très important car il y a une autre école justement dans cette série. Et est-ce qu'on peut comparer ça à la version un peu vie réelle? Est-ce que Shuriken School, qui est l'école publique, et l'autre, Katana, c'est ça? Oui, c'est ça, Katana. Eh bien, eux, ils ont tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'école privée? Ah, vous voyez ce que je veux dire. L'école privée qui se vante d'avoir tout ce qu'elle veut auprès du gouvernement, face à l'école publique qui, elle, ne doit ramasser que quelques misérables miettes et essayer de survivre tant bien que mal. Bon, oui, je sais, il y a une affaire comme cela niveau politique, mais on va pas en parler. Non, c'est pas le but ici. Je voulais juste vous faire une comparaison entre ce dessin animé et la vie réelle, et surtout, vous donner un tout nouveau point de vue, car je suis sûr que vous n'aviez jamais pensé à ça. Nos trois héros cherchent à tout prix une solution pour essayer de sauver l'école. Ils se concertent pendant très longtemps, mais n'arrivent malheureusement pas à trouver de solution. Puis, en discutant avec l'un des professeurs, ils apprennent qu'il y a très longtemps, la fameuse école privée Katana avait volé un objet extrêmement précieux à Shuriken School, il y a des années de cela. Le professeur était véritablement indigné, surtout rongé de remords car c'était lui qui devait surveiller cet objet à cette époque. Il n'avait pas de preuves et il ne pouvait pas les accuser, mais il était sûr et certain à 200% que c'était eux qui l'avaient volé. Mais quel rapport entre cet objet et l'école? Eh bien c'est simple, il s'agissait d'une genre de petite statuette qui était une véritable relique et que l'école avait mis de côté pour en cas où, car voyez-vous cet objet valait extrêmement cher. Et si l'école l'aurait encore possédé, eh bien, ça aurait tout changé. Ils auraient pu payer toutes leurs dettes, et aussi s'acheter de bien meilleurs équipements. Et je me rends compte dès maintenant que j'appelle depuis tout à l'heure l'école Shuriken School, alors qu'elle s'appelle peut-être juste Shuriken. Je suis désolé, mais mes souvenirs sont un petit peu loin vis-à-vis de cette série. Pardonnez-moi-en si je sors les mauvais noms. Mais bref, les trois amis passent la journée à réfléchir et à se demander est-ce qu'ils doivent aller à Katana? Est-ce qu'ils doivent récupérer l'objet en question et sauver leur école? Ils l'ont déjà fait par le passé. Ils sont allés dans cette école pour récupérer un tout petit trophée qui appartenait à l'un de leurs professeurs. Après avoir pesé le pour et le contre, ils ont décidé d'y aller afin de récupérer cet objet et peut-être, je dis bien peut-être, sauver leur école, car ils n'étaient même pas sûrs que Katana l'avait encore. Bon, à ce moment-là du spin-off, c'est assez simple. C'est une phase d'infiltration comme vous en voyez plein dans la série. Les trois personnages rentrent dans l'école, ils esquivent quelques personnes qui font quelques tours ici et là, arrivent à trouver la statuette et ils la récupèrent joyeusement. Mais voyant que cela était très facile, et surtout, voyant que cette statuette était rangée avec plein d'autres objets de collection, ils se sont fait une petite pause et ils se sont concertés encore une fois, se demandant « Non mais, cette école nous a toujours foutu plus bas que terre. On a toujours eu des problèmes avec eux. Ils ne méritent absolument pas tout ce qu'ils ont. On est 100 fois meilleurs qu'eux, et pourtant, c'est nous qui souffrons constamment. Est-ce que vraiment, ils ont besoin de tout ça ?» Les trois amis n'étaient pas d'accord au début, mais à force de peser le pour et le contre, ils ont décidé que cela n'était que rendre leur monnaie de leur pièce, rien de plus. Un simple petit règlement de compte. Après tout, leurs ancêtres ne le faisaient-ils pas il y a des centaines d'années? Alors ils ont décidé d'embarquer une autre statuette. Celle-ci ne leur appartenait absolument pas, mais bon allez, œil pour œil, dent pour dent. Le soir même, ils ont déposé simplement les deux statuettes dans le bureau du directeur. Celui-ci les découvra le lendemain matin, et fou de joie, il les apporta directement dans un magasin d'antiquités, qui lui acheta pour une très belle somme. L'école était sauvée, le directeur était heureux, les professeurs gardaient leur emploi, et les élèves pouvaient continuer leur formation. Le temps reprenait son cours, mais Anne ne cessait de se demander comment est-ce que cela serait-il passé si on aurait ramené plus d'objets. Il y avait d'autres statuettes, il y avait d'autres petites médailles, objets de collection et d'autres petites babioles dans le genre. Et si on les aurait tous ramenés? Comment est-ce que l'école serait là tout de suite? Car oui, avec cet argent, il y avait aussi eu quelques travaux ici et là, mais rien d'extravagant, de simples réparations de fortune. Alors sans le dire à ses amis car il était sûr qu'ils n'approuveraient pas, il est retourné tout seul à Katana. Il est retourné dans la vitrine et a récupéré d'autres affaires. Il a commencé à faire ça de plus en plus souvent. Une nuit, il a pris deux statuettes
et une toute petite médaille en or. Une semaine plus tard, Shuriken rénovait quelques salles de classe. 2 semaines plus tard, il mit la main sur des parchemins très anciens. Et encore une semaine plus tard, l'école rénova son préau. Et ce schéma se répéta plusieurs fois de suite. Jusqu'au jour où Ezan avait eu un peu trop la folie des grandeurs. Il voulait faire un dernier coup. Un tout dernier coup. Mais celui-ci n'était pas pour les antiquités de l'école. Il y avait quelque chose que Katana avait qui valait bien plus que cela. Il s'agissait d'un très vieux parchemin qui appartenait à l'école depuis des siècles et des siècles. Et seul le directeur avait le droit de le consulter. Plusieurs pensaient que ce parchemin contenait une technique ancestrale qui rendait son utilisateur pratiquement invincible. En gros, le guerrier suprême. Mais qu'importe ce qu'il y avait dessus, Ezan lui ne pensait qu'à une seule chose, la quantité astronomique d'argent que l'école pourrait avoir s'il arrivait à mettre la main sur ce parchemin. Alors pour la toute dernière fois, il entra à Katana le soir. Il se faufila dans le bureau du directeur. Bien sûr, la sécurité de l'école avait été renforcée. Quelques gardes du corps et pas mal d'agents de sécurité et quelques élèves volontaires faisaient énormément de rondes ici et là. Mais Ezan avait tellement l'habitude du lieu qu'il savait exactement où passer, où se faufiler pour passer complètement inaperçu. Il entra dans le bureau du directeur sans grande difficulté. Il s'apprêta à attraper le parchemin, mais juste avant qu'il mît la main sur celui-ci, il entendit la voix de son vieux rival, Naginata. Il ne fut pas surpris de le voir. Il lui sorta le discours habituel du méchant, lui expliquant qu'il avait reconnu sa façon de faire, qu'il l'avait déjà vu quelques fois mais qu'il ne pouvait pas l'accuser car il n'avait aucune preuve, mais qu'il savait d'avance qu'il allait revenir encore une fois et qu'il attendait impatiemment le moment de pouvoir le prendre la main dans le sac. Après un petit échange verbal, assez agressif je dois dire, entre ces deux personnages, un rapide combat commença très rapidement. Naginata prit l'avantage sur Ezan, mais celui-ci avec la rage de vaincre, et surtout, l'envie ultime de sauver son école, même si cela n'était absolument plus nécessaire à ce moment. Il reprit le dessus et il fit malheureusement la manœuvre de trop. Il voulait simplement essayer le coup du lapin. Très légèrement bien sûr, il voulait juste l'assommer, afin que celui-ci s'imagine qu'il avait tout simplement rêvé et que il n'avait jamais vu Ezan rentrer ici. Mais Ezan prit dans son élan et dans sa colère, frappa beaucoup trop fort et lui brisa la nuque. Naginata était mort et Ezan était devenu un meurtrier. Devant son acte, il prit le parchemin et il rentra rapidement à l'école, se disant que au moins il avait fait ça pour la bonne cause. Il pouvait au moins se dire que là, c'était pour ses amis qu'il avait fait tout ça, tous ces sacrifices, tous ces actes ignobles, pour sauver et pour aider tous ses camarades. Mais lorsqu'il déposa le parchemin dans le bureau du directeur, celui-ci l'attendait avec impatience et il lui passa le plus gros savon qu'il n'avait jamais reçu de toute sa vie, lui expliquant que tout ce qu'il avait fait était extrêmement mal. Certes, récupérer la statuette la toute première fois, c'était normal, pas très légal, mais c'était juste, et récupérer des affaires. Par contre, le vol, cela était quelque chose d'impardonnable et indigne d'un ninja. Puis Ezan entra dans une colère noire et il vida tout son sac, expliquant que s'il avait fait cela, c'était pour l'école, pour ses amis, et qu'il ne pouvait pas être renvoyé pour ça. Car ce soir, il avait commis l'irréparable. Ce soir, pour eux, il avait tué. Devant cette révélation des plus choquantes, le directeur n'eut pas le choix, et il renvoya immédiatement Ezan. Il ne le dénonça pas à la police car il avait quand même un peu d'affection pour cet enfant, mais il ne pouvait pas le garder. Il ne pouvait pas cautionner ses actes. C'était impossible. Alors Ezan quitta l'école avec la sensation d'être trahi. Il ne jura absolument pas de se venger. Non, pas du tout. Il repartit la tête haute. Et il retourna vivre simplement chez son père. L'histoire aurait pu s'arrêter là, bien sûr, et apprendre aux enfants que le vol, ce n'est pas bien. Et encore pire, le crime est extrêmement grave. Mais Ezan ne voulait pas se contenter de la petite vie de livreur de boulettes de riz que son père pouvait lui offrir. Il était si agile, si fort, si puissant par rapport à tous ses camarades. Il s'interdit lui-même de perdre tout ça, de renoncer à toutes ses facultés, juste à cause d'un vieux grincheux qui ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Alors tout en aidant son père le jour, il continua à sortir la nuit pour
faire quelques petits emprunts ici et là, voler des objets de collection, plusieurs grosses quantités d'argent. Et le jour même de ses 18 ans, alors qu'il avait amassé une immense fortune, il acheta un très vieux bâtiment et il fondit une toute nouvelle école, l'école de Nunchaku. Oui, d'accord, le nom était peut-être un peu ridicule, mais on voulait rester sur le principe des armes. Eh, ça aurait pu être pire, ça pourrait s'appeler Nunchaku School. Alors là, franchement, c'était bête. Bref, passons. Et dans cette toute nouvelle école, une nouvelle élite de ninjas était formée. Ceux-ci étaient plus forts, plus rapides, et beaucoup mieux entraînés que les élèves des deux autres écoles. Cette école était simple et discrète. Elle était certes très rude avec les élèves, et elle forma les plus grands élites. Mais dès que les tout premiers élèves avaient enfin l'âge de faire quelques activités un peu plus adultes, ils se déchaînèrent sur la ville tout entière, rapportant gloire et richesse à leur école. Celle-ci devena de plus en plus grande, de plus en plus riche, de plus en plus puissante, instaurant une nouvelle dictature dans toute la ville, qui se répandit très très rapidement. Et à partir de ce jour-là, une nouvelle ère de terreur était née. Les ninjas étaient revenus, et cette fois-ci, ce n'était pas pour le meilleur, mais bien pour le pire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ce spin-off a été abandonné car il était un petit peu trop violent par rapport au public ciblé. Oui bah c'est bon, la série est sortie en 2006-2007. Entre-temps, ils ont grandi. Je pense que le public, là maintenant, on voudrait bien de cette série. Peut-être un jour, je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez bien voulu la voir? Oula, je parle, mais l'heure passe vite, dis donc. Ne vous inquiétez pas, l'événement asiatique vient juste de commencer. Et croyez-moi que j'ai d'autres dessins animés dans ce style-là à vous raconter. Car eux aussi cachent de terribles secrets.